d'abord, je remercie déjà la Banque cantonale genevoise pour l'invitation. Et puis voilà, après ces excellentes présentations, pas toujours réjouissantes, mais en tout cas pleines de défis, je vais poursuivre. Alors avec un constat qui est finalement pas beaucoup plus réjouissant, vous allez voir en tout cas au début de la présentation, pour ensuite attaquer les problèmes avec des réalisations concrètes. Peut-être juste un petit mot sur justement ce qu'on fait à l'atelier d'architecture Lutz. Donc on est engagé sur des projets durables depuis il y a plus de 40 ans. Et ce qui était au départ une simple philosophie fait vraiment partie intégrante de notre mission, de notre ADN, si je peux dire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de concevoir aujourd'hui des projets qui répondent aux enjeux de demain. C'est vraiment le thème de la journée. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on a déjà réalisé au total plus de 190 bâtiments qui sont labellisés depuis 25 ans, dont 85 bâtiments qui sont à énergie zéro, et même une vingtaine de bâtiments plus récemment qui sont à énergie positive, et qui finalement constituent maintenant l'essentiel de nos nouveaux projets. Alors, nous consommons trop d'énergie, alors effectivement le constat est sans appel, on l'a vu déjà toute la matinée. Cette énergie, il faut vraiment réussir à la diminuer, et puis voilà, on a vu en plus les hausses de tarifs qui sont annoncées, il faudra agir rapidement. A priori, ce message a été compris, parce que la majorité de la population a accepté la loi climat en juin dernier, et ça instaure le principe de neutralité carbone d'ici 30 ans. Donc il faut donc tout mettre en œuvre pour respecter ces engagements. Alors les bâtiments, on l'a vu encore avant, sont les premiers consommateurs, donc 43% de l'énergie totale. Mon collègue disait 44%, on ne va pas chipoter pour 1%. Donc évidemment, ça reste un des premiers enjeux pour arriver avec cette stratégie. Donc beaucoup d'améliorations ont évidemment été faites durant ces 25 dernières années. Donc si on compare aux bâtiments des années évidemment 70, alors à chaque fois tous les 20 ans on arrive à diminuer plus ou moins par 2 la consommation. Les années 90, donc là aussi c'est encore finalement bien mais pas terrible. On est plus ou moins ici depuis la base légale, mais c'est vrai que dans l'idée de vraiment partir vers une société, un parc immobilier zéro carbone, les solutions sont tout de même à trouver dans cette partie-là, donc des maisons vraiment passives, voire même zéro, quoi. Alors l'objectif un peu en concret, pour ce qui me concerne en tant qu'architecte, donc cette stratégie 2050, en fait on doit réduire de 100 TWh par an la consommation finale des bâtiments, on doit la réduire à 55. Donc cette diminution est évidemment énorme déjà, parce que diviser par 2 notre consommation, c'est un véritable challenge. Mais il faut encore ajouter que d'ici 2050, on va construire des nouvelles constructions, évidemment, qui vont venir encore manger une part de ce gâteau énergétique. Et donc, il faut faire mieux que diviser par 2. Donc ça c'est vraiment des chiffres très très basiques. Donc, si on ramène ça à des mètres carrés pour savoir justement l'intensité énergétique, donc on a actuellement un parc immobilier qui consomme 156 kWh par mètre carré par an. Et on va devoir le descendre en moyenne, évidemment, à moins de 72. Donc, la consommation du parc immobilier, en plus, n'est pas du tout constante selon les années de construction. On voit ici donc un graphique où on a des millions de mètres carrés, et puis quantité d'énergie qui est consommée. Et donc, on voit clairement qu'à partir des années 80, on a la première loi sur l'énergie. On a ce step qui descend, mais qui après descend. Oui, certes, mais pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça n'empêche que la majorité du parc immobilier, finalement, c'est des immeubles qui n'ont pas d'isolation, donc avant les années 80. Et ici, ce que vous voyez là, c'est la partie du parc immobilier, donc de ces mêmes périodes, qui a été rénovée. Voilà, pas d'autres mots. Donc, il y a encore vraiment beaucoup à faire. Il faut bien se rendre compte qu'en plus, une grande partie de ces immeubles-là qui sont considérés dans ces bandes ont souvent été mal rénovés. Voilà, finalement, leur qualité énergétique ne sont pas du tout en phase avec ce qu'on attend pour les 30 prochaines années. Donc, en plus de tout ce qui reste à faire, une partie de ceux-là vont devoir être rénovés. Donc, évidemment, avec un taux qui stagne autour des 1,2% par an, il faudra faire bien mieux. Le constat, ça veut dire que finalement, si on reste avec ce 1,2%, d'ici 2050, on n'aura rénové que 32% du parc immobilier. Et puis, on voudrait bien faire plus vite, mais on voit qu'il y a beaucoup de freins par rapport les matériaux, le nombre d'emplois, en fait, le nombre de personnes, etc. Donc,
finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce constat, hein? Eh bien, chose est simple, en fait, déjà, c'est que pour atteindre la stratégie 2050, si on doit travailler qu'avec un tiers du parc immobilier qui, effectivement, sera rénové à temps, eh ben, en fait, il faudrait faire 3 fois mieux que les 72 qu'on a vus avant, hein, pour la moyenne, pour que, finalement, le 1 tiers rénové compense pour les 2 tiers qui finalement, resteront dans leur état. Et ça, c'est quand même pas une mince tâche, hein, parce que 25 kW par mètre carré par an, c'est des bâtiments qui sont labellisés Minergie-P, hein, ou THPE sur Genève. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rénovez votre parc immobilier, maintenant vous prenez un immeuble, vous le rénovez l'année prochaine, si vous n'atteignez pas les 25, on est complètement à côté de la stratégie 2050 de la Confédération. Hein. Ça c'est un constat voilà, très, très basique. Hein. Et en plus, la stratégie de la Confédération pour 2050, c'est quand même pas très ambitieux au niveau planétaire. Hein. Il ne faut pas non plus faut remettre dans le contexte. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Hein. Alors à ce constat, en plus déjà assez pessimiste, hein, il faut également éviter de tomber dans un deuxième piège, hein, qui ferait que déplacer l'énergie consommée, donc des bâtiments vers d'autres secteurs économiques, hein, au niveau de la production des matériaux. Du coup, la rénovation doit vraiment prendre en compte l'énergie grise, hein, qui est dans les matériaux, parce qu'évidemment, si on commence à rénover avec des matériaux hypercarbonés, on va complètement passer à côté de ces enjeux. Donc si on regarde le graphique qui est ici, en fait, vous avez sur la courbe supérieure, si je peux dire, donc des bâtiments plus anciens aux bâtiments plus nouveaux, ça c'est leur consommation annuelle. Hein. Donc évidemment, on a une diminution vraiment marquée. Par contre, ce que vous voyez en dessous du graphique, c'est la quantité d'énergie grise qui est embarquée dans ces bâtiments. Hein. Et on voit que même si on a, voilà, dans les années les plus anciennes, voire même les plus récentes, on a une bande comme ça qui est assez constante. Donc en fait, la quantité d'énergie globale en énergie grise reste relativement constante, voire même elle augmente dans les dernières années, parce qu'évidemment, avec l'augmentation des normes, et puis surtout la généralisation des matériaux hypercarbonés, eh ben, on consomme de plus en plus. Donc il ne faut évidemment pas prôner la rénovation énergétique avec l'ajout massif de ces matériaux. Hein. Donc, voilà, pour limiter l'énergie grise dans la construction, bah, de nouveau, c'est encore tout un autre challenge. Hein. D'abord, il faudrait diminuer, ou en tout cas minimiser le recours aux nouveaux bâtiments, parce qu'évidemment, bah, eux consomment forcément des nouvelles ressources, etc. D'ailleurs, bah, forcément, la première ressource, c'est le béton. Hein. Donc, 8% des rejets de CO2 dans le monde sont issus directement de l'industrie du ciment, hein, ce qui est énorme, c'est 3 fois plus que le transport aérien. C'est plus que l'ensemble de tous les pays de l'Union européenne. Et en fait, si c'était un pays, ce serait le 3e émetteur au monde, donc juste derrière la Chine et les États-Unis. Donc là aussi, on continuait à démolir le parc immobilier existant pour reconstruire du neuf, tout en béton. On va vraiment droit dans le mur. Hein. Donc, il faut forcément valoriser d'autres filières qui existent, mais qu'il faudra quand même voilà, faire évoluer. Donc vraiment des matériaux faible impact carbone, donc biosourcés, géosourcés. Et puis, ce qui commence maintenant, mais qui est encore assez difficile à mettre en place, c'est le réemploi et limiter les déchets. Donc ça, vraiment, il y a quelques petites opérations qui se mettent en place, mais on est loin, c'est loin de se généraliser. Hein. Donc voilà pour ce qui est de l'état de la construction et des contraintes auxquelles on va devoir faire face au cours des 30 prochaines années. Et ben voilà, ce n'est pas des plus réjouissants, mais il y a quand même des solutions que je vous propose de passer en revue, donc quelques exemples réalisés ces dernières années. Alors tout d'abord ici, je vous présente le Green Office, peut-être certaines personnes connaissent, hein, il a été publié déjà plusieurs fois. On l'a conçu il y a déjà une quinzaine d'années, et puis c'est dans ce bâtiment qu'on a nos bureaux. Il s'agit du premier bâtiment administratif qui a été labellisé Minergie-P Eco en Suisse. On a également gagné le Watt d'or de l'Office fédéral de l'énergie, hein, pour voilà, un des bâtiments les plus durables, il y a déjà plus d'une douzaine d'années. C'est un bâtiment assez simple, hein, il est composé voilà, de 4 niveaux, 1400 mètres carrés. Il y a 7 entreprises voilà, qui ont leur bureau dedans actuellement, pour à peu près une soixantaine de places de travail. Donc le bâtiment, en fait, pour réaliser ce bâtiment, on a utilisé du bois 100% fribourgeois déjà, donc vraiment local. Et le tout a été assemblé en tout juste 4 jours, donc avec un très haut niveau de préfabrication. Donc évidemment là on a beaucoup moins de pertes, beaucoup moins même de pertes d'énergie sur le chantier, hein, à faire de la préfabrication. On fait vraiment la part belle effectivement aux matériaux naturels, donc on a des divisions intérieures en briques de terre crue, hein, pour réaliser des séparations. Justement, ça permet d'ajouter de la masse dans le bâtiment, qui va permettre lui de réguler la température, aussi l'hygrométrie, donc vraiment pour le confort des utilisateurs. Beaucoup de matériaux naturels, donc crépi à l'argile, des chapes brutes sans ciment,
pour les sols, des installations solaires thermiques, donc évidemment au niveau de la technique, on part vraiment dans du passif, hein, le solaire thermique pour la production d'eau chaude, mais aussi de l'actif, hein, donc du photovoltaïque généralisé sur la toiture, donc ça nous permet effectivement voilà, d'avoir tout le bâtiment finalement qui est autonome, pas autonome en énergie, mais en tout cas qui est autosuffisant annuellement pour les places de travail, mais aussi pour la mobilité. Donc on voit ici donc, une mobilité d'entreprise qui est complètement décarbonée. Alors on va encore beaucoup plus loin, hein. Donc on a des toilettes sèches, on a décidé de se passer d'eau vraiment dans ce bâtiment, le maximum possible. L'eau, c'est une ressource rare, hein. On n'en prend pas assez conscience, mais on la récupère en plus, hein. Donc le peu d'eau qu'on utilise, c'est de l'eau qui a été récupérée, donc pour se laver les mains, dans les lavabos, etc. On récupère encore voilà, la chaleur sur la ventilation. Ça, c'est un système assez simple que maintenant tout le monde connaît, mais c'est vrai que ce n'est pas encore assez utilisé à mon avis. Le bâtiment a une isolation thermique énorme, donc bien au-dessus des normes, et tous les matériaux sont biosourcés pour ce bâtiment. Donc, au final, donc, toutes ces solutions nous ont permis d'être beaucoup plus performants que les bâtiments semblables. Si on compare le Green Office à des constructions traditionnelles, donc la première barre, qui lui représente un bâtiment qui plutôt fait selon la norme, 380 bar une, et la quantité d'énergie embarquée dans ce bâtiment, donc énergie grise, hein, serait un peu plus de 2 millions de kilowattheures. Le même bâtiment Minergie-P, mais avec des matériaux traditionnels, hein, donc issus des filières classiques, lui consommera encore plus, hein, donc à 2 800 000, parce que évidemment il embarque plus d'isolants, plus de techniques, etc., pour arriver au label Minergie-P. Nous, le bâtiment fait finalement 50% mieux qu'un bâtiment classique, voire même 3 fois mieux hein, qu'un bâtiment Minergie-P standard, avec une conception vraiment très rigoureuse. Alors les 1 million, un peu plus qu'1 million de kilowattheures qui ont été économisés juste dans l'énergie grise du bâtiment, ça équivaut carrément à une centaine d'années de chauffage de ce bâtiment. Hein, donc l'énergie, hop, on voit que là on est vraiment sur un bâtiment qui va très très loin. Donc si on refait la même démonstration mais avec un bilan complet hein, sur 50 ans, alors le bâtiment traditionnel, on voit ici donc son énergie grise qu'on voyait avant, elle est que là. Hein. Si on rajoute l'électricité et le chauffage sur 50 ans, on est à presque 22 millions de kilowattheures. Le bâtiment Minergie-P, effectivement, classique, hein, il embarque plus d'énergie grise au départ, mais il se rattrape largement par la suite. Hein. Donc P en général, voilà, c'est 50% d'économie, on y est, hein, donc à 11,7 millions. Et puis le Green Office n'en est qu'à 9%. Hein. Donc on est finalement extrêmement bas, donc presque 20 millions de kilowattheures économisés sur 50 ans pour ce bâtiment. La consommation d'eau potable, on a vu avant, évidemment, on est dans les mêmes chiffres, extrêmement bas. Ça, c'est juste des toilettes. Hein. Ça fait quand même 27 millions de litres économisés. Hein. C'est de l'eau potable qui va dans vos toilettes. Hein. Le Green Office, donc, du point de vue du bilan carbone, évidemment, permet d'économiser beaucoup par rapport à des bâtiments comparables. Donc on est à peu près à 70% d'économie de CO2, donc à peu près 1000 tonnes en moins. Et puis si on ajoute à ça, évidemment, que le bâtiment il est massivement fait en bois, donc on a carrément un indice carbone négatif. Hein. Donc il stocke 700 tonnes de CO2, donc par rapport aux 450 qu'il a consommé, on est à moins 350 000 kilos. Alors, au niveau des coûts de construction, parce que quand même, il s'agit du séminaire L'essentiel de la finance. Hein. J'imagine que ça intéresse quand même les gens de savoir combien ça coûte ce genre d'opération. Donc voilà, quelques chiffres. Le volume SIA est à peu près de 5300 m3, 1400 m² de surface énergétique. Le coût de construction est en dessous de 3 millions. Donc le prix au mètre cube ici est à 540 francs du mètre cube, pour un prix locatif actuel de 170 francs par mètre carré par an. Ça reste très bon marché, hein. Même sur Fribourg. Alors, on est sur Genève, je pense que les chiffres sont évidemment bien plus élevés, mais ce genre d'opération est très intéressante. Hein. Alors évidemment, on n'arrive pas avec ce résultat sans rien. Donc pour essayer un projet aussi vertueux, tout en consommant des loyers évidemment compétitifs, on s'est appuyé sur pas mal de leviers d'optimisation. D'abord, on a un peu réduit la surface locative par entreprise, mais au profit de services et de locaux communs. Hein. Donc on est vraiment sur de la mutualisation, avec un accès donc à ces espaces qui sont autogérés, y compris sur vraiment la gestion quotidienne, mais aussi l'entretien. Donc il faut faire confiance aux gens. Hein. Les leviers de réduction sont aussi dans les fonctionnalités, dans la construction même du bâtiment. Donc on a évidemment une boîte très simple hein, au niveau de sa fonction, mais aussi du système porteur.
donc qui permet une flexibilité d'usage énorme, et du coup ça doit être évidemment complété par de la technique qui est tout aussi simple derrière, et c'est vraiment l'utilisateur qui en prend possession. Pour terminer, on a fait la chasse à tout ce qui est superflu. C'est incroyable dans un bâtiment ce dont on peut se passer. Pour garder vraiment que l'essentiel, le bâtiment est donc très résistant au final et facile à entretenir. Donc finalement la stabilité des loyers donc, est assurée par le prix locatif, c'est vraiment assuré aussi parce qu'on a inclus toutes les charges. Donc évidemment c'est un peu facile parce que pour un bâtiment aussi performant, les charges annuelles totales pour l'entier des entreprises, c'est 900 francs. Et donc on est à moins de 60 centimes par mètre carré par an. Alors c'est pas pour les quelques francs que ça change, donc on a finalement décidé de les offrir aux locataires dans leur prix de location. Donc eux finalement la crise énergétique, ça leur est un peu égal. Alors voilà, pour ce qui est du Green Office, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire en plus, l'exemple qu'on vient n'est pas unique, ni même destiné aux bâtiments neufs. C'est d'ailleurs plutôt le contraire, la majorité des projets qu'on fait chez Lutz, c'est de la rénovation, donc avec des bâtiments existants. Pour mon deuxième exemple, ici je vous présente en fait la halle bleue de Blue Factory, donc, qui accueille notamment l'antenne de l'EPFL à Fribourg, dédiée au futur de l'environnement bâti, donc c'est vraiment quelque chose qui est en phase. Donc la situation initiale, c'est celle-là. Donc la halle bleue qui est ici, donc c'est la halle qui était effectivement déjà bleue en plus. C'est la halle de stockage de bière de Cardinal, qui est située à 2 pas de la gare, donc une friche industrielle. Et puis donc ce quartier va devenir un parc technologique zéro carbone. Donc il a l'ambition d'être le premier parc technologique labellisé 2000 watts en Suisse. Donc sur ce site, on devait proposer une solution d'ailleurs extrêmement rapide pour créer 5000 m² de surface modulable en moins d'une année, en respectant un cahier des charges donc de ce futur parc technologique, c'est-à-dire le label Société 2000 watts. Donc, juste par rapport à ce label, donc effectivement, actuellement, on est plutôt autour des 25 kW de CO2 par mètre carré par an. Les objectifs de ce quartier avaient été annoncés plutôt en 2040, on était à 10 kg de CO2 par mètre carré par an. Et la halle bleue, donc 2 ans après avoir été complétée, on a fait un premier audit et puis on est à 10,3. Donc là, c'est des chiffres mesurés, pas théoriques. Donc ça prouve donc qu'on peut très bien y arriver, donc construire maintenant, mais avec des standards de demain. Donc comment est-ce qu'on y arrive? De nouveau, des matériaux biosourcés, du bois 100% fribourgeois. On aime bien le bois sur Fribourg. Pas mal de constructeurs bois, ça va bien aussi. On préfabrique tous ces éléments le plus rapidement possible. On isole avec des matériaux locaux. Ici, voilà, l'isolation venait vraiment de Fribourg, encore durant ce chantier en tout cas. Et tout ça mis en œuvre par les entreprises locales. Donc en fait, l'ensemble des déplacements ne dépassait pas les frontières du canton pour ce projet. Et puis le tout est certifié bois suisse. Au niveau de la production de chaleur, en fait, c'est assuré par une PAC qui est couplée à des grands stocks tampons, et en chaud et en froid, avec un système d'anticipation météo, et ça nous permet justement de mieux anticiper les pointes de consommation. Donc l'ensemble de l'énergie pour la PAC, mais aussi pour les utilisateurs, donc, sont fournis par 1800 m² de panneaux photovoltaïques qu'on voit là. Pour miser autant que possible, en plus, la consommation du bâtiment, on est allé encore plus loin, donc il faut dire qu'il n'y a que les modules qui sont chauffés. C'est-à-dire qu'on a utilisé cette halle comme une sorte de grand parapluie. C'était une opportunité évidemment très intéressante. Et donc on chauffe ces box, mais les espaces intermédiaires, eux, restent en température plutôt avec un effet tampon et aussi les déperditions évidemment de quelques box. Donc ça marche très bien parce qu'on voit ici au niveau du monitoring, donc vous avez en rouge les box qui évidemment, eux, sont entre 20 et 24 degrés, et puis vous avez la halle en bleu, donc elle va osciller autour des 14 degrés en hiver, jusqu'à 24, 25, 26 degrés en été. Donc on a des coupoles qui s'ouvrent pour éjecter la chaleur résiduelle, alors qu'évidemment, à l'extérieur du bâtiment, ça va de moins 10 jusqu'à plus 35. Donc évidemment, en resserrant finalement les surfaces et volumes chauffés, on est beaucoup plus efficient. Donc voilà un peu de quoi avait l'air le chantier. L'idée, c'était vraiment de récupérer justement le maximum de matériaux sur place, donc vraiment en l'état. Donc même si on a vraiment ce changement de look, le 3/4 des matériaux est resté en place. On a une conception modulaire qui nous a permis d'aller vraiment très très vite au niveau de la réalisation. 126 box identiques.
là encore, on a des matériaux bruts à l'intérieur, donc on a les parois en bois, on a des linoléums donc naturels, la technique reste apparente, et le locataire a accès à la technique. On a aussi pensé à la fin de vie du bâtiment, parce qu'au niveau des énergies, il faut aussi penser à la fin. Donc le bâtiment a été entièrement assemblé qu'avec des assemblages mécaniques, donc pas de colle, pas de résine, pas de mousse de montage. Donc à la fin, on peut vraiment récupérer ces matériaux. Alors en plus de récupérer ces matériaux, l'idée c'est de récupérer carrément les box. Donc les box sont transportables facilement, donc on voit ici les dimensions, donc ça a vraiment été prévu, autant pour être apporté sur place, mais aussi être transporté ailleurs par la suite. Donc, mis à part la halle, qui effectivement, elle, sert vraiment de parapluie, les box, eux, peuvent avoir des durées de vie qui sont extrêmement longues. Donc, au niveau des coûts, voilà, on y est ici. La halle elle-même fait 38 000 m3. Elle accueille à peu près 7 500 m² de plancher, dont voilà, 4 500 chauffés. Les coûts sont de 13 millions. Alors j'ai mis ce chiffre-là juste pour être un peu... voilà. En fait, c'est pas tout à fait juste quand même. On en est plutôt là, c'est-à-dire que les mètres cubes utiles, parce qu'une partie de cette halle est évidemment vide, on est à 675 francs le mètre cube. Donc ça, c'est évidemment calculé après le chantier, pas avant. Du coup, on a quand même une opération qui est finalement un prix quasiment identique à des bureaux standards, mais qui correspond à la société à 2000 watts. Donc on peut vraiment atteindre ces objectifs avec finalement des opérations, en tout cas des financements assez standards. Voilà, juste quelques images pour illustrer un peu le projet. Voilà, prochain projet, un bâtiment beaucoup plus classique. Le maître d'ouvrage ici nous a d'abord demandé pour l'aider à résoudre des problèmes assez simples de moisissure liés à une mauvaise ventilation des logements, parce qu'il a, assez de façon classique, changé les fenêtres lui-même. Et puis évidemment, ça part des fois en cacahuète. Donc on a proposé de faire plutôt un assainissement global plutôt que de ponctuel. Et puis avec cet assainissement global, on a fait une analyse et on pouvait effectivement, avec le règlement d'urbanisme, ajouter un étage. Donc on a fait une surélévation bois en moins d'une semaine sur ce bâtiment. Donc on a changé vraiment cette toiture froide en une toiture maintenant habitée, et tous les locataires sont restés en place. Donc même ceux du dernier étage, personne n'a déménagé, etc. On fait tout en état. Donc pas de perte locative liée au chantier. Et donc on a un bâtiment à la fin qui est évidemment tout nouveau look. Donc en plus évidemment de la toiture, on a refait tous les étages inférieurs et on a complété, on a évidemment récupéré tout ce que le maître d'ouvrage avait déjà fait lui-même, ce qui n'est pas toujours facile des fois dans la rénovation, mais voilà, on a tout récupéré et on a complété l'ensemble. Vous voyez ici donc, les surfaces qui ont été ajoutées, justement la qualité qu'on peut retrouver dans ce genre d'opération. Donc là, c'est intéressant aussi au niveau des économies d'énergie. Donc on a augmenté d'une part de 34% les surfaces, et au même moment, on a 45% d'économie d'énergie totale. Et donc globalement, on est à 60% sur ce bâtiment. Donc on arrive de nouveau au chiffre que j'avais au début de la présentation, il faut faire à peu près 66% mieux. Et c'est très classique comme façon de rénover. Et on y arrive. Donc là aussi, je vais aller peut-être un peu plus vite. Donc vous avez ici les investissements qui ont été faits, spécifiquement sur l'enveloppe, ensuite la surélévation, et donc si on prend un taux de capitalisation de 5% qui avait été demandé par le maître d'ouvrage, les investissements possibles se situent autour de 450 000, on est à 475, donc on est vraiment dans le target. Et puis pour ce qui est de la surélévation, si on prend les mêmes 5%, on a une valeur de rendement à 1,2 million, et puis ça a coûté 800 000, donc on a la création de valeur. Donc ici, tout le monde s'en sort gagnant, parce que le propriétaire justement a un immeuble où il y a de la valeur qui est créée, le locataire lui a des charges qui sont diminuées par 2, et puis l'environnement s'en sort gagnant parce qu'on est à plus de 80% d'économie de CO2. Donc vraiment une opération très intéressante pour tout le monde. Alors, 2 mots, donc à la chaux de fonds, on a fait la même chose, parce que tout le monde dit « Ah oui, mais attention, ça reste des immeubles faciles ». Voilà, donc un immeuble classé, dans un centre-ville classé, patrimoine de l'UNESCO. Donc ici, les leviers de réduction étaient encore beaucoup plus minces. On a travaillé évidemment avec des crépis isolants, un remplacement de fenêtres et un remplacement de chauffage. Tous les appartements étaient occupés. L'idée, c'était pas que les gens partent, donc on a gardé toute la technique intérieure. Et donc là aussi, avec quelques éléments, on passe de bâtiments vraiment mauvais à ce genre de choses. Donc 50% en appuyant sur 3 éléments. Et donc au niveau vraiment passer de F à B, on atteint évidemment les objectifs qui sont fixés par la Confédération. Alors, je finis sur cet élément-là, donc c'est l'aventure qui continue. Ici, on a un bâtiment des années 80, donc on nous a demandé de régler des problèmes d'étanchéité et de consommation d'énergie, évidemment, sur ce bâtiment, notamment en rénovant l'enveloppe, voilà, donc plutôt un maître d'ouvrage bien intentionné.
Mais on s'est vite rendu compte qu'après une première analyse, on allait faire un petit peu différemment, en tout cas on a proposé de faire différemment, d'ailleurs de ne pas isoler les façades. Super, hein. On est là pour parler d'économie d'énergie, moi je vous dis qu'il ne faut pas isoler les façades. Alors typiquement, dans ce cas précis, en fait c'était contre-indiqué d'un point de vue écologique, d'un point de vue financier, et en fait on a proposé que cet argent aille ailleurs finalement, et qu'elle allait faire un meilleur impact sur le bâtiment, avec notamment de la ventilation contrôlée et du photovoltaïque. Donc, en plus, voilà, dans ce bâtiment, on a de nouveau un potentiel possible, hein, de construire. Donc, on peut agrandir en fait le bâtiment, qui accueillera 6 nouvelles familles, hein, dès l'année prochaine, on espère. Et donc, cet agrandissement sera labellisé Minergie P. Hein, et puis le bâtiment existant, lui, même si on ne rénove pas les façades, on arrive à le passer Minergie. Hein, donc, il y a vraiment des solutions qui existent. Et donc, au total, on a quand même un bâtiment qui sera largement meilleur que ce qu'il est maintenant. Donc, vous voyez un peu le projet global qui est prévu pour l'année prochaine. Et donc, on a un bâtiment voilà, qui est ici en D et C, donc pas si mauvais, parce qu'on est quand même dans les années 80, il y a quand même un peu d'isolation. Et puis, on va le passer en double B. Donc là aussi, on aura un bâtiment qui a la même, la même performance qu'un bâtiment neuf, hein, même si ce bâtiment a déjà 35 ans. Et voilà, donc ce projet se veut exemplaire sur pas mal de points. Hein, donc, au niveau du maintien de la structure, un maximum de matériaux vont rester en place, il n'y a pratiquement pas de démolition. On va limiter l'énergie grise en n'utilisant que des matériaux biosourcés, pour la rénovation, mais aussi pour le neuf. Forte diminution de l'énergie globale, donc avec une labellisation Minergie et Minergie P. Par la suite, on n'aura que des énergies renouvelables dans ce bâtiment, donc ce sera une PAC, avec du géothermie. On densifie le territoire, donc on accueillera 6 familles en plus. Donc on disait, voilà, c'est quand même un challenge d'accueillir des gens, parce qu'on aura besoin de cette force de travail. Et ben, ça se passe aussi par ce genre d'opération, et un respect de la substance architecturale, donc on ne touche pas les façades, on a quand même ce bâtiment qui est emblématique des années 80, qu'on n'a pas voulu dénaturer. Et donc on a vraiment ce bâtiment qui va devenir très intéressant au niveau de sa performance économique écologique, tout en maintenant sa rentabilité. Alors voilà, donc l'enjeu du parc immobilier est donc très grand, et malheureusement, hein, on l'a déjà compris, le temps est compté. Hein, donc il faudra prendre les bonnes décisions maintenant, hein, pour mettre en place des solutions qui sont ambitieuses. Et voilà, j'espère surtout que ces solutions vous auront donné l'envie d'agir. Merci.